Bien. Bien, bonsoir à tous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour la reprise des Up Hero à Brioude. Donc les Up Hero, c'est quoi? Alors c'est un événement de la marque Auvergne, initié par la marque Auvergne et déployé sur les territoires par des acteurs, par différents acteurs. Ici à Brioude, c'est le CIDEC, donc pour lequel je travaille, qui organise les Up Hero. Voilà, qui n'ont pas pu se tenir en 2020 sur le territoire et donc on est d'autant plus heureux de pouvoir les organiser de nouveau. Je profite aussi pour remercier Jessica Lamponi de la marque Auvergne qui m'a apporté une aide précieuse dans l'organisation de l'événement et toute l'équipe du Connecteur de Clermont-Ferrand qui est là ce soir pour couvrir l'événement et retransmettre sur un Facebook Live. Voilà. Alors les Up Hero, en fait, c'est un afterwork assez informel au cours duquel des porteurs de projets viennent présenter leur initiative. Donc il n'y a pas de PowerPoint, voilà, c'est assez informel avec un pitch de 5 minutes maximum par projet et ensuite un temps d'échange avec la salle. Donc ce soir, nous aurons 6 projets qui nous seront présentés, 6 pitchers. Donc le premier, ce sera Oriane Daniel et Pierre Reverchon, qui nous parleront donc, du lieu qu'ils vont ouvrir très prochainement à Brioude, la Croisée des Jeux, qui est un café ludique avec vente de jeux de société. Donc ensuite, Nadège Primpier, qui est ingénieur agro et qui a travaillé pendant plus de longues années dans l'industrie agroalimentaire, a décidé de lancer son activité de consultante. Lionel Vatel et Caroline Fatou nous parleront de leur projet La Paille en Liège, donc installé à Brioude depuis le mois de juin dernier. Christina nous présentera l'offre de service qu'elle propose à destination des résidences secondaires avec la conciergerie d'ici. Michael Denisot nous parlera de son magasin de la rue du 4 septembre, Cébédo. Et Jean-Jacques Fauché, Maurice Vira et François Sarrazin nous présenteront le concours organisé par l'association Cap Vacances à destination des porteurs de projets dans le domaine du tourisme. Voilà donc pour la présentation des 6 pitchers de ce soir. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais laisser la place au premier pitch, Oriane et Pierre. Je vais vous expliquer. Vous parlez tous les deux? Non, pas non. Tu vas causer aussi. Je peux me permettre? Oui, allez. Hop. J'ai une poche. Vous avez quand même envie de dire quelque chose. Je vais pas être toute seule à parler. Hein. Tout bon. Merci. Donc notre projet, la Croisée des Jeux, qui a pris beaucoup de retard mais qui arrive bientôt, donc en courant novembre je pense, est un café ludique et boutique de jeux de société. Alors un café ludique, c'est un concept qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui a vraiment pris son essor avec la crise du Covid, parce que les gens, pendant le confinement, se sont retrouvés autour des jeux de société parce qu'il fallait bien s'occuper chez soi, et qu'ils ont redécouvert les jeux de société, c'est-à-dire qu'il n'existe pas que le Monopoly et le Cluedo, il existe tout un tas d'autres jeux de société dits modernes, donc ça c'est plus ton domaine. Oui, bon, on est à peu près actuellement à... Je crois qu'il y a à peu près 1000 jeux de société qui sortent par an. Et du coup, notre but, c'est justement de pousser un peu sur ce domaine-là, qui est encore un domaine de niche, qui est très peu connu. Beaucoup de gens, souvent, s'arrêtent quand on propose des jeux de société. Vous jouez? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Il faut lire le livret de règles. Voilà. C'est le premier barrage. Donc l'avantage, c'est pour ça qu'on a mis en place ça, c'est que les règles, on va vous les expliquer. Du coup, vous n'aurez plus besoin de vous embêter à le lire. Le principe, c'est que tous les jeux qui soient boutiques, qui a un accès jeu à l'intérieur du local, du café, où les gens peuvent venir consommer. Et en échange, du coup, pendant ce temps-là, on vous explique les règles à droite à gauche, et autour d'un café, d'un thé, de ce que vous voulez, tout ce qu'on proposera sur la carte. Voilà. Dans l'idée. L'idée, elle nous est venue
à la base, nous, on est ardéchois, on a vécu pas mal de temps en Drôme, à Valence, et on était dans la grande distribution. On en avait marre en fait d'être juste des numéros. Ce qu'on voulait, c'était avoir à nouveau un contact humain. Et en fait, c'est en participant à des soirées jeux, c'était une boutique de jeux de société qui avait un partenariat avec un restaurant. Et on s'est dit, mais c'est trop une bonne idée. En fait, à l'époque, on ne savait pas que ça existait déjà. Et on s'est dit, mais c'est ça qu'on veut faire. Et ma sœur qui était en Auvergne, ça faisait des années qu'elle me tannait en disant, viens, en Auvergne, c'est bien, il y a plein de trucs pour les jeunes, ils font des subventions si vous avez des projets. Les gens sont sympas. Les gens sont sympas. Et c'est vrai qu'on aime le climat, on a adoré Brioude quand on a visité. Et on s'est dit, c'est là qu'on veut être. On a acheté une grande maison parce qu'on a récupéré nos mamans dont on s'occupe, parce qu'elles ne peuvent plus vivre toutes seules. Et du coup, voilà, on s'est dit, le commerce, c'est super bien parce qu'on peut faire nos horaires comme on veut. Donc, on a décidé d'ouvrir plutôt en soirée et le dimanche après-midi. Comme ça, on peut s'occuper d'elle la journée. Ça nous permet aussi de faire l'administratif à la maison. Et puis, on s'est dit que c'était bien aussi pour les after-work parce que Brioude, visiblement, c'est ce qu'il y a comme demande, d'être plutôt ouvert en soirée. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Et surtout en hiver, on nous a dit. On nous a dit, voilà, en hiver, un lieu chaud pour jouer aux jeux de société. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Vous vous implantez où? Alors, on sera parking du cinéma vers le lycée Saint-Julien, c'est ça? Entre le parking du Postel, de la place du Postel, C'était c'est ce local là, voilà. C'est ça. On a récupéré, on a restauré la devanture et on a fait des travaux dedans, donc on est encore dans les travaux là, mais ça ne saurait tarder. Oui, c'est à peu près 100 mètres carrés, donc ça nous fait une belle surface. On a visité pas mal de locaux sur Brioude et il n'y en a pas beaucoup en fait qui ont cette surface là. Donc ça fait à peu près 50 places pour jouer, voilà, assises. Et on a quand même une petite partie boutique qui doit faire quoi, 10 mètres carrés? Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Après, vous vendez en ligne? On va faire click and collect et livraison parce qu'on a aussi beaucoup d'amis à travers toute la France qui veulent à tout prix acheter chez nous. Ils veulent nous soutenir, c'est gentil. Voilà, on s'est dit qu'on allait prendre Mondial Relais et pouvoir faire la livraison s'il y a besoin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Au niveau consommation, oui. Vous n'imaginez pas une petite extension escape game? Alors, c'est prévu dans nos projets futurs, si la place ne se prend pas d'ici là. Hein. Pardon? Excusez-moi, c'est pour tous les porteurs de projet, si vous pouvez répéter la question qui vous est posée. Ah oui, pardon. Ensuite à la vidéo, s'il vous plaît. Pas de souci. Donc la question c'était est-ce qu'il va y avoir une partie escape game? Actuellement, notre local ne le permet pas, mais c'est un projet qu'on a. C'est-à-dire que si notre projet fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on veut faire, s'agrandir effectivement pour faire un coin rétro gaming et un coin escape game. C'est qu'on voulait d'abord se spécialiser, on a pas mal d'idées en fait, mais on se contient énormément pour pas faire n'importe quoi. On veut d'abord se spécialiser et faire les choses bien. Et une fois que ça tourne, là du coup, derrière, développer. Après, il y a beaucoup de gens sur Brioude qui ont ce genre d'idées, qui ont envie de faire ce genre de choses aussi, donc on ne veut pas non plus prendre la place à quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre veut faire ce projet-là. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu de l'escape game à Brioude qui n'avait pas pris à l'époque. Voilà, donc peut-être que ça pourrait marcher si on était d'abord un peu connu ou on verra bien d'ici là comment ça se passe. On va déjà lancer la boutique. C'est ça. C'était pas tout à fait le même concept que ce que vous mettez en place en plus. Hein. Ouais. Il n'était pas centré en centre-ville, il était... un peu en extérieur. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. C'est vrai qu'il y avait des locaux qui étaient intéressants, un peu excentrés, mais on s'est dit qu'il valait mieux être d'abord bien au centre parce que justement, ça permettrait d'être plus visible pour se faire connaître, surtout qu'on est sur Brioude depuis 1 an, donc les gens ne nous connaissent pas. Donc il fallait quand même qu'on montre qu'on est des gens sympas et qu'il faut venir. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, et alors après, vous proposez quoi à la carte? Mais je pose trop de questions. Alors à la carte, on n'a malheureusement pas pu obtenir de licence 3 ou 4, donc ce sera une licence petite restauration, donc il y aura un petit peu de bière, vin et cidre, mais il faudra forcément consommer de la nourriture avec. Du coup, on a prévu une carte salée, il y a des planches garnies, charcuterie, fromage avec du pain. On a contacté des producteurs du coin, parce que notre but c'est de
de vendre local, bio et de saison, Ça. le plus possible. Si On après, est parti. bon, bah, Dans la mesure du possible, en fait, ça sera local et bio. Après, voilà, c'est dans la mesure du C'est ce possible. qu'on essaye de faire le plus possible. Donc planche de charcuterie, croque-monsieur, des crêpes salées, il va y avoir des crêpes sucrées, des gaufres, des cookies, voilà, des petites choses. Alors c'est vraiment que de la petite restauration parce que moi je suis pas non plus une grande cuisinière, mais voilà, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir son petit chocolat fantaisie. Les dimanches après-midi, comme tu sais pas. Voilà. On nous a pas mal demandé les dimanches après-midi pour les familles en fait, avec les enfants. Oui ? On peut venir que jouer. Alors, vous pouvez venir que jouer. Par contre, si vous venez que vous ne souhaitez pas consommer, on fait payer le temps de jeu. C'est-à-dire que c'est 2 € par heure et par personne. Voilà. Parce que, si vous voulez, il y a quand même... nous, on a des factures quand même derrière. Et il y a la qualité du conseil. On a les 80 jeux qu'on propose. On connaît toutes les règles. On est capable de tous vous les expliquer. Et en plus, ça vous permet de les tester pour les acheter éventuellement si vous êtes intéressé. Plus tard, on va sûrement faire aussi la location des jeux, si vous voulez aussi en louer pour chez vous et puis les ramener plus tard. On va normalement aussi faire ce genre de choses. On va voir un peu d'abord le démarrage, comment ça se passe, tout ça, et suivant la demande. Et on fait un gros stock. 80 jeux, mine de rien, c'est quand même pas mal. Après, pour l'instant, on a un stock qui n'est pas non plus hyper conséquent par rapport à certaines boutiques où ils ont 400 jeux. Mais les bars à jeux qui ont 400 jeux ne connaissent pas tous leurs jeux. Nous, on voulait vraiment, c'était un peu le projet d'amener, en fait, c'est que justement, il y a le fameux barrage de règles, un barrage énorme. Et ce qu'il y a, c'est que le souci qu'il y a, c'est que venir à un jeu, c'est que si en plus, déjà, on va pas se mentir, si vous payez le temps de jeu, et en plus derrière, il faut que vous lisiez le livret de règles, il n'y a pas d'intérêt. Le but, c'est qu'on soit là pour vous accompagner, et aussi le but, c'est un peu de faire découvrir le jeu de société aux gens, qui est encore un secteur de niche. Donc le but, c'est de vous amener aussi un petit peu au jeu de société, d'aller chercher les gens, de leur faire découvrir. Donc c'est de vous accompagner dans le milieu. Donc si on commence à sortir 500 jeux, mais qu'on vous laisse perdu au milieu, il n'y a pas d'intérêt. Dans ces Donc cas-là, le but, on n'aurait pas fait payer le temps. Mais là, voilà, ça aurait été un autre concept à ce moment-là. En fait, si vous voulez, le temps de jeu, faut vous dire que c'est aussi la rémunération du conseil, de l'accompagnement, de pouvoir avoir le cadre. Et puis on va pas se mentir, avant d'avoir 34 ans, on en a eu 16, on a été lycéen. Venir prendre un café pour débloquer du temps de jeu et rester 6 heures sur une table, ce qu'il y a, c'est que le commerçant, lui, il vit pas avec un café. Donc, le but aussi, c'était d'en vivre, sinon on aurait ouvert un associatif, mais on voulait vivre de ça parce qu'on ne veut plus travailler dans des milieux qui ne nous plaisent pas et qui ne sont pas humains, quoi. Oui. Votre panel de jeux est ouvert à toute tranche d'âge. Donc le panel de jeux, effectivement. c'est le cas. On est parti, on commence, on est sur les plus petits, sont prévus pour 4 ans. Et on monte après. Il y a eu une sélection qui a été faite pour tout un transfert, pour pas trop déboussoler les gens et venir sur des jeux avec des règles très compliquées. Ça va y avoir des règles qui sont assez larges, certains qui sont même assez proches des jeux connus, style on va y avoir Chromino, des licences qui sont déjà un petit peu connues de elles-mêmes déjà, pour ramener les gens tout doucement sur cet univers-là. Le but, c'est pas d'arriver, de débarquer avec plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a tout un palier de jeux qui est à franchir, et en fonction de ce que les gens, d'ailleurs ça c'est ce que je vous proposerai à chaque fois que je viendrai vous conseiller des jeux, c'est qu'à chaque fois je vais vous demander ce que vous jouez au quotidien, si vous jouez ou pas déjà, si vous êtes joueur ou pas, et si vous jouez à quoi, et après je pourrais vous orienter par rapport à vos goûts, etc. Mais ça, le but au niveau du jeu de société dans le local, ça va vraiment de faire évoluer les jeux avec vous. On n'a pas d'intérêt à présenter des jeux auxquels vous n'avez pas envie de jouer. Donc le but, pour l'instant, on a prévu un panel un peu large, et puis en fonction de ce que les gens viendront demander et seront intéressés sur le jeu, nous après, derrière, on va s'adapter, modifier et proposer une certaine gamme. C'est pour ça qu'on voulait rester que sur 80 jeux, plutôt que d'avoir 500 jeux, et puis au final, qu'il n'y ait qu'une gamme de jeux qui marche. Donc voilà, et après, au fur et à mesure, du coup, on va renouveler le palier de jeux, etc. Et le but, c'est que la boutique évolue un petit peu avec vous. Là, il y a de tous les styles en plus de jeux. On est très très large. Pour l'instant, la table est très très large, et puis après, on verra en fonction de ce que les gens sont intéressés ou pas. Du jeu d'ambiance, du jeu de stratégie, du jeu. Il y a du jeu d'enquête, il y a du jeu de lettres, du jeu d'enquête. Il y a vraiment de tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien, merci. Merci. Tac, hop là, je te remercie. Fais pas de bêtises.
seul cette fois. Moi, c'est moi quand même. Oui, voilà. Comme ça, c'est vers le post-it. Ouais, je répète pour que on entende bien au micro. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Nadège Primpier. J'habite Brioude depuis quelques années déjà, depuis 13 ans environ. J'ai mes enfants scolarisés à Brioude. En fait, mon parcours, je vais vous présenter un petit peu mon parcours professionnel et pourquoi je suis arrivée au projet que je défends aujourd'hui. Donc en fait, je suis ingénieure technique en industrie agroalimentaire. J'ai été diplômée à Nantes il y a presque 20 ans maintenant. J'ai derrière moi des expériences professionnelles dans l'industrie agroalimentaire. En fait, je suis arrivée à Brioude parce que j'étais salariée. En fait, j'ai été recrutée à la saumonnerie Saint-Féréol, quand l'entreprise a déménagé sur le site de Coad. Donc voilà pourquoi je suis à Brioude. Puis ensuite, j'ai travaillé aussi pour un organisme de formation et de contrôle, de certification. Alors en fait, le Covid passant par là, peut-être la crise de la quarantaine aussi, je ne sais pas trop, mais bon. C'est vrai. On n'est pas sorti alors. Donc voilà, bon, j'ai décidé de lancer mon projet, de lancer mon activité, de travailler à mon propre compte, de ne plus dépendre de grosses structures et faire des choses qui ne correspondaient pas forcément à mon éthique et à ma manière de voir les choses dans ma vie, quoi. Donc voilà, donc là j'ai décidé, je voulais vous mettre en parallèle deux petites choses. Aujourd'hui, c'est vrai que moi je souhaite rester dans mon domaine qui est le secteur alimentaire. Je voulais vous mettre en parallèle deux choses. Voilà. Les consommateurs aujourd'hui font évoluer leur mode de consommation, ne sont plus forcément, le projet précédent l'a un petit peu expliqué, les consommateurs sont à la recherche de produits bio, produits locaux, et en fait toute la consommation, la distribution et la production en fait, de masse dans le secteur alimentaire est en train de vraiment, pas le vent en poupe en fait, vraiment en train de diminuer au profit de petits fabricants. Ici, on est dans un bassin, dans le Brivadois et même au-delà sur l'Auvergne, on est dans un bassin agricole et économique où on retrouve beaucoup de petits fabricants, de transformateurs fermiers, de petits industriels du secteur alimentaire. Et l'autre point en fait, à mettre en parallèle, c'est que les exigences de la réglementation, pour vous parler un petit peu de choses techniques, ces exigences sont de plus en plus importantes pour garantir une certaine sécurité alimentaire au niveau de l'hygiène, au niveau il y a un nombre d'exigences qui sont de plus en plus nombreuses. Que tous les acteurs de l'alimentation qui manipulent des produits alimentaires se doivent de respecter. Ces exigences-là, donc on parle d'allergènes, je ne sais pas si ça vous parle à certains d'entre vous, les allergènes, l'HACCP, des formations en termes d'hygiène, etc. Donc voilà, donc ça, les acteurs en fait, du secteur alimentaire qui manipulent des produits, c'est leur quotidien en fait, de devoir respecter ces exigences. Mon projet, c'est d'en fait proposer mes services pour ces acteurs qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un à temps plein chez eux, qui n'ont pas forcément même les compétences, en fait, le savoir, qui ne connaissent pas forcément toutes ces exigences qu'ils se doivent de respecter et qui sont contrôlées, la réglementation. Mais surtout, même en faisant la formation, c'est... Voilà. En fait, savoir, c'est une chose, mais après, comment les mettre en œuvre? Et en fait, l'idée de mon projet, c'est ça, c'est de donner de l'information, de former les gens, mais également de les accompagner derrière sur des projets qui peuvent être, sur des missions qui peuvent être très ponctuelles, comme par exemple valider une gamme d'étiquettes. Un producteur se met à faire, je ne sais pas, un plat cuisiné et il a besoin de faire valider un étiquetage. Donc là, moi, je peux mettre ce service-là à profit sur des opérations vraiment très ponctuelles, mais aussi accompagner des entreprises sur le plus long terme
ou des agriculteurs qui aujourd'hui vivent pas forcément très très bien d'une production basique, mais qui souhaitent faire de la vente directe, transformer leurs produits et avoir une activité un petit peu plus rémunératrice en fait, mais qui peuvent crouler en fait sous ce nombre d'exigences de la réglementation, et puis à la fois doivent faire les choses rapidement au niveau administratif s'ils veulent lancer vraiment et dégager du chiffre d'affaires assez rapidement sur ce type de projet. Donc voilà, donc l'idée c'est de les accompagner, d'accompagner ces acteurs sur le bassin, sur l'Auvergne, pour pouvoir amener en fait, mettre en relation, en adéquation la demande des consommateurs, la demande de la réglementation, mais aussi cette énergie économique en fait, qui est l'alimentaire. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde mangera. Donc voilà, l'idée de mon projet c'est ça, c'est de pouvoir accompagner sur le long terme et de créer vraiment un partenariat avec mes potentiels clients. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Comment est-ce que vous pensez vous faire connaître, puisque c'est un justement les petits producteurs qui ont fait ça. Oui. Comment est-ce que vous pensez vous faire connaître de manière massive, large pour vendre vos services? Et comment est-ce que vous pensez convaincre également, puisque vous allez être face à des gens qui ne sont pas forcément prêts à débourser Oui. pour le coût de l'argent pour acheter cette prestation? Alors du coup, deux choses. Donc comment me faire connaître et comment convaincre. Donc déjà me faire connaître autour de Brioude. Très clairement, on fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Donc les réseaux, les gens se connaissent. Donc là, le démarchage que j'aurais effectué, c'est déjà mes relations aujourd'hui. Là, je suis implantée sur Brioude depuis quand même quelques années. J'ai, en fait, de par mes précédentes expériences professionnelles, connaissances, j'ai déjà un réseau assez actif en fait, de producteurs. En fait, si vous voulez, dans mon précédent job, au-delà de mon expérience en industrie, je travaillais pour un organisme de formation et de certification qui travaillait, qui allait contrôler en fait, les cahiers des charges label rouge, AOP, IGP, enfin toutes les signes officiels de qualité sur l'Auvergne, et en particulier sur les fromages AOP d'Auvergne en fait. Donc ça, c'est des gens que j'ai rencontrés, pas tous, mais un échantillon, au moins des gens qui travaillent sur le secteur. Et puis voilà, le réseau fera que j'espère pouvoir rencontrer un maximum de gens, et puis voilà, beaucoup de bouche à oreille. Les quelques liens que j'ai pu avoir avec des professionnels auxquels on ne pense pas forcément comme ça, enfin moi auxquels je ne pensais pas forcément quand j'ai eu cette réflexion de démarrer ce projet-là. J'ai échangé, je vais vous donner un exemple très concret, j'ai échangé sur un marché avec un poissonnier qui me dit moi mes formations hygiène c'est galère parce que la dernière que j'ai fait, je suis allée la faire à Roanne. Voilà. Et voilà, je pense qu'il y a un certain échange en fait à créer avec ces professionnels-là qui sera bénéfique pour eux. Voilà. Je travaille chez moi, à Brioude. Et les gens viennent vous voir chez vous? On peut louer une salle, on peut échanger par téléphone. Ouais. J'ai un local, un espace dédié à mon activité. Je suis pas dans ma salle à manger. Non. Mais non, mais ça pourrait. Ouais, dans un premier temps, du moins, je travaille chez moi. Ouais. Ouais. D'autres questions? Vous parlez beaucoup de travailler avec les agriculteurs Oui. comme ça. Est-ce que vous pensez aussi travailler avec des restaurateurs? Oui, bien sûr. Parce que, Au niveau de la restauration aussi, voilà, il faut aussi derrière respecter un certain nombre d'exigences qui sont énormes. La HACCP, voilà, c'est des choses qui doivent parler aux restaurateurs. quand Pierre il a fini sa formation à HACCP, qu'il est rentré à la maison, il m'a fait mal à la tête. Oui. À me faire la liste de tout ce qu'il fallait qu'on fasse.
Et puis au bout d'une semaine, vous saviez peut-être plus trop en fait. Il y a encore la doc, on va regarder. Mais voilà, mais c'est des choses qui sont où il y a besoin. Enfin, c'est important d'avoir l'information, mais derrière, en s'y mettant, c'est en s'y mettant qu'on voit les choses en fait, et qu'on arrive à comprendre le pourquoi du comment. C'est une analyse de risque. Il faut aller. Et ça, quand les services officiels, les délégations départementales, anciennement DSV, fraude, etc. C'est du vocabulaire qu'ils emploient. C'est leur job, quoi. C'est ce qu'ils viennent vérifier, en fait. Voir si vous avez une étude HACCP et que, du coup, vous avez analysé vos risques, etc. Voilà. Et au niveau tarif, vous seriez à peu près, vous connaissez un peu vos tarifs par rapport à ce que vous allez faire Ouais, on pourra en parler, ouais. Ouais. Actuellement, nous, c'est la misère. Mais savoir là, si effectivement ça peut. Ne serait-ce que pour nous aider à faire le cahier. Oui, c'est ça. Je vous comprends complètement. Je vois exactement de quoi vous parlez. Ok. C'est bon? Bien. Il Suivant. n'y a pas de questions? Eh bien, on va passer au troisième question. Hop. Merci. Caroline, Lionel. Oui. Hop, tenez. Voilà. Accrochez les bien pinces. Oui, dans l'autre sens, ça va mieux. Non, elle veut me laisser seule. Elle m'a embarqué là-dedans et maintenant elle me laisse seule. Donc je viens parler de la paille en liège. C'est une invention de madame. C'est pour ça qu'elle a pensé, un soir comme ça au Portugal, elle a pensé à faire des pailles en liège. Et j'ai suivi avec son époux, Serge Fatou. Donc on est 3 associés. On s'est installé à Brioude pour des raisons familiales principalement. Et on est dans l'ancien siège de Défimode qui est juste là derrière, où on utilise 400 mètres carrés de surface pour notre machine qui produit des pailles. Donc vous pourrez les tester et les toucher. Voilà. Ce sont des pailles spiralées. Caroline et Serge Fatou viennent du milieu de la restauration, ils étaient restaurateurs, donc ça a un peu aidé au développement du produit, enfin même beaucoup. Pour ma part, je viens de la banque et des établissements de crédit, j'étais président de banque et d'établissements de crédit. Je suis retraité, mais mon grand âge me donne quelques expériences en contrepartie. Donc on s'est installé au mois de juin. Le projet est né aussi parce que la réglementation a changé et que les pailles en plastique sont interdites. Pour vous situer un peu le marché, il se consomme 1 milliard de pailles par jour dans le monde. Donc c'est une consommation qui est énorme et ça fait potentiellement 1 milliard de déchets par jour. Donc le marché est vraiment très gros. Il est tenu principalement par les sociétés chinoises, qui au niveau, vous parliez de réglementation tout à l'heure madame, mais les Chinois au niveau réglementation, c'est pas tout à fait ce qui les préoccupe au plus haut point. Alors que nous, la réglementation, on a été obligé de s'y conformer et nos pailles sont conformes au contact alimentaire et il a fallu faire tout un tas d'études, de tests en laboratoire pour contrôler qu'il n'y avait pas de migration de molécules, que les phtalates ne passaient pas, que le bisphénol n'existait pas, qu'il n'y avait pas trop de fer, pas trop enfin une foule de molécules auxquelles on n'aurait pas du tout pensé au départ.
À ça, c'est ajouté, pour finir sur la réglementation, on doit répondre à la réglementation au contact alimentaire sur les pailles alimentaires, donc c'est une réglementation européenne complexe. Comme on traite avec du bois, du liège, il a fallu aussi qu'on soit conforme à la réglementation sur le liège de la même façon que les bouchons le sont. En plus, petite cerise sur le gâteau, la DGCCRF a pondu des réglementations particulières pour la France sur les pailles. Donc tout ça est assez lourd financièrement et lourd à monter en termes de temps et d'investissement personnel de chacun pour arriver à avoir ce qui est en fait une auto-certification. Ce n'est pas une certification par quelqu'un, c'est une auto-certification. Mais il faut bien sûr qu'elle soit assise sur des réalités. On est dans une chaîne écologique. Le produit est écologique parce que le liège est une matière écologique. Le liège consomme beaucoup, c'est l'arbre qui consomme le plus de CO2. On utilise, nous, les résidus de fabrication des bouchons. Quand les bouchons sont estampillés, c'est dans des matrices rectangulaires et on fait des trous ronds. On perce pour récupérer le bouchon. Et bien sûr, des ronds dans un rectangle, forcément, à un moment, il y a des pertes. Donc, cette matière, le liège pur, est broyé et il est encollé sur un papier. C'est la base de notre papier. On ajoute, nous, du kraft pour l'intenue du pur kraft, c'est-à-dire c'est du kraft qui n'a pas été, du papier qui n'a pas été recyclé. Je dis ça, c'est important parce que notamment les pailles chinoises sont très souvent, toutes les pailles de couleur contiennent des encres, donc ne sont pas forcément de qualité alimentaire, et les Chinois inondent le marché avec des pailles qui contiennent des encres parce qu'ils utilisent des papiers du kraft recyclé. Donc le pur kraft, ça vient de là, ce sont les usines papetières qui le produisent, c'est la sciure de bois qui est récupérée et qui sert à faire du papier, une pâte à papier. Notre produit est biodégradable, le pur kraft est biodégradable, le liège aussi, ce ne sont jamais que des éléments de bois, donc ça se dégrade. Le papier, c'est très rapide, le liège, c'est un peu plus long, bien entendu, mais c'est biodégradable. On a une clientèle de bars, enfin c'est café, hôtel, restaurant, ce qu'on appelle les CHR, plutôt de haut de gamme, parce que le liège est une matière très chère. Je vais vous situer le problème. La tonne de papier coûte en gros actuellement 1 450 €. La tonne de liège, on est à 14 000 € la tonne. Donc on ne peut pas se permettre de vendre nos pailles à les prix auxquels sont vendues les pailles en papier. Donc on a un produit qui est cher, qui se vend donc à des établissements qui peuvent absorber le surcoût. Donc nos clients cibles et nos clients sont des 5 étoiles, des grands bars, on est dans la mixologie, dans les créateurs de cocktails. Avec ces grands bars, les cocktails sont à partir de 15 €. Et très souvent, les cocktails valent... sur la côte ou à Paris, on trouve des cocktails à 25, 28, 30 €. On est loin du Morito local où on doit être aux alentours de 6, 7 €. Donc ça permet aussi d'absorber le surcoût de nos pailles. On a une matière qui n'est pas inépuisable parce que comme on travaille à partir des résidus de bouchon, bien, ça dépend de la fabrication du bouchon. L'arbre n'est pas, on coupe pas le liège, les chênes lièges ne sont pas coupés. On utilise pour la fabrication des bouchons et nous après notre papier que l'écorce. Et l'écorce se régénère en 8 à 9 ans.
Donc il faut qu'il y ait une... c'est la première couche, il y a 3 couches, dont des mâles et femelles, mais là, la grande spécialiste est là. Moi, je ne suis pas un super technicien de l'écorce elle-même. Donc on s'est installé au mois de juin, on a investi dans une machine, ce qu'on appelle une machine à spiraler, qui produit des pailles, on fait des pailles en papier, en craft aussi uniquement, pour répondre à la demande. Il y a des hôtels, des bars qui trouvent nos pailles un peu trop luxe pour la mettre dans du Coca-Cola. Donc il faut qu'il y ait un effet de gamme, donc on a sorti des pailles en craft. Et on a une machine où on produit, là, actuellement on arrive à 25-30 000 pailles par jour. Il a fallu constituer un stock, donc on avait pour objectif de constituer un stock de 1 million de pailles, on n'en est pas très loin aujourd'hui. Et on a démarré la commercialisation très récemment. Il a fallu constituer le stock, être sûr du produit, être sûr de la qualité de la machine, de la qualité du produit, mais des capacités à produire un produit de qualité. On ne peut pas se rater avec des gens qui payent cher par rapport à la concurrence. On ne peut pas leur livrer des pailles qui ont des petits drapeaux ou qui sont mal collées ou qui ne tiennent pas dans l'eau ou qui tiennent pas dans les boissons chaudes. Nos pailles tiennent dans les boissons chaudes. Elles tiennent très bien dans les Irish whisky, dans les Irish coffee, dans les vins chauds là, pour la période à venir. On a des pailles qui tiennent plus d'1 heure dans des produits chauds, ce qui est assez rare aujourd'hui. Et globalement, les utilisateurs ne sont pas très contents en général des pailles en papier qui se délitent très facilement, ou même voire même les pailles en PLA. Tout le monde a sorti une paille spéciale, hein. Il y a des pailles à base de noyaux d'avocat, il y a des pailles à base de pommes, il y a des pailles en pâte, des panzani qui servent à faire des pailles. Donc il y a il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup d'idées qui ont été développées autour des pailles dans ces 2 dernières années. On a mis 2 ans pour se mettre au point. On a travaillé pendant 2 ans avant que la machine arrive sur place et qu'on commence à produire. On a aussi le problème nos produits sont, on espère, de très bonne qualité, enfin ce qu'on cherche. On a un contrôle qui est très strict et on a beaucoup de déchets à recycler, des pailles qui ne passent pas le contrôle, qui ne passent pas l'état de contrôle. Donc on cherche à des solutions pour recycler nos déchets. Comme ça on a une chaîne complète du départ jusqu'à la fin. C'est pour ça par exemple, on va commencer à commercialiser des habitats d'abeilles. Les abeilles aiment bien ce genre de tubes, etc. Et nous, là, on n'a pas besoin d'avoir une présentation absolument sans tout petit drapeau, même s'il y a un petit défaut de collage, je pense que les abeilles vivront très bien là-dedans sans nous poser de questions. Oui, c'est un brevet de savoir-faire. C'est un savoir-faire qui a été déposé. On a des brevets spéciaux, mais globalement, c'est un savoir-faire qui a été déposé. On ne peut pas déposer un brevet n'est recevable que s'il s'agit d'une innovation. Or, la paille, ça existe depuis l'Antiquité, et le liège, ça existe depuis au moins l'Antiquité aussi. Donc la paille en liège, ce n'était pas déposable en tant que tel. Donc il n'y a pas de brevet. On a des brevets sur les produits. On fait des stylos aussi. C'est-à-dire que le tube, dans le tube, il y a une mine. On met une mine de stylo et c'est pincé au bout, ce qui évite notamment que les enfants et les capuchons qui puissent ou s'étouffer comme avec un stylo. Tous les bics ont un petit trou sur le dessus. Les stylos, on les
Comment? Les stylos, on les voit au Portugal. Oui, oui, il y en a. Enfin, les curieuses, les souvenirs, il y a des stylos. Oui, oui, il y a mais c'est souvent en papier. Ce sont des. Non, en liège, il y en a, ça fait longtemps que ça existe. Oui, il y en a, mais beaucoup plus. En liège pur. En liège pur, si, ça fait longtemps. Oui, oui, il y en a. Avec la ligne. Oui. Bon, on les fait avec un certain. On a développé ça aussi. On fait des rideaux des rideaux anti-mouches. C'est un très bon isolant. Comment? C'est un très bon isolant. Oui, c'est un très bon isolant, c'est imperméable, c'est léger. Le liège, c'est ignifuge. Le liège a énormément d'intérêt. Hein. Malheureusement, en France, la France représente plus que 1% de la production mondiale de liège. Il y en avait beaucoup dans le sud-est et il y en a un peu dans les Landes. On a replanté en résineux, on a abattu les lièges et on a replanté en résineux, ce qui fait que quand il y a un incendie de forêt dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, ça prend plus facilement feu avec la résine qu'avec le liège. Je suis à disposition pour vos questions. C'est un produit jetable? Oui, c'est un produit jetable. Non, il ne peut pas être réutilisé. Et il faut dire qu'il existe des pailles qui ne sont pas jetables, qui sont réutilisables, donc en inox, en verre, etc. Dior a sorti une paille à 22 € l'unité. Le seul problème, c'est que dans un bar, dans un restaurant, on ne peut pas employer du monde à passer un écouvillon dans des pailles. Oui. Non, mais il faut que ce soit jetable. Et même le lavage dans les machines à laver de bar n'est pas suffisant. Pour des pailles non jetables, les pailles en inox par exemple, il n'est pas rare de trouver des traces de rouge à lèvres dessus. L'utilisateur suivant n'est pas très satisfait. Hein. Enfin, je dirais, au niveau particulier, on peut se permettre d'avoir des pailles réutilisables. Au niveau des cafés, hôtels, restaurants, c'est absolument exclu. Bien qu'il y en ait qui le fassent. Je suis d'accord avec toi, parce que même au niveau particulier, quand vous lavez mal la paille, qui reste des bouts de menthe ou n'importe quoi, ça pourrit et vous risquez d'avoir des problèmes. Donc même au niveau particulier, les pailles qui ne sont pas jetables, bon. C'est bon. Par rapport à la quantité générée d'utilisation dans un café ou un restaurant, est-ce que vous envisagez de récupérer cette quantité et de la recycler? Oui, on est en discussion avec la Fédération française du liège, qui a mis en place et qui continue de mettre en place un recyclage des bouchons. Donc on va suivre le mouvement de la Fédération française du liège. C'est réutilisable pour vous sur la production de paille ou sur des Non. autres produits Non. Mais bon, réutilisable quand même potentiellement. Ah oui, ce sera rebroyé sur d'autres produits. Hein. Après, c'est circulaire. Oui. Quelles sont les circuits de distribution que vous envisagez? On travaille avec un service commercial intégré et on est en rapport avec les grands distributeurs des cafés, hôtels, restaurants, des CHR. Je sais pas, je pense que tout le monde ici connaît Haute-Bert par exemple, ou ce genre de Chaumette, ce genre de distributeurs qui vendent tous les produits d'équipement ou de consommation de café, hôtel, restaurant. Et on a un site où on vend aussi, mais c'est pas le site qui nous fera vivre. Voilà. Vous êtes allé au CIRA à Lyon? Oui. Alors, ça a plu? Bien, on n'était pas, on n'était pas exposant. On a visité le CIRA. Vous étiez pas exposant. Oui, on a raté un peu une occasion d'être présent là-bas et malheureusement, on n'était pas. Vous savez, on a commencé au mois de juin l'exploitation et puis c'est un projet lourd. L'équipement c'est un gros investissement.
On parle dans les alentours de 500 000 €. On parle pas c'est pas une petite machine-outil. Il faut des capacités. Il faut des capacités, donc on est très, très regardant sur nos charges et nos dépenses. Oui, c'est cher. Il y a des solutions moins chères pour participer dans des groupes de participants, mais on n'a pas eu cette chance-là. Et on est 12 personnes, 12 salariés plus nous trois à fonctionner actuellement. Voilà. Et juste au niveau des avantages du produit, des avantages concurrentiels du produit, pour bien comprendre, c'est le côté de la résistance à la chaleur, c'est ça? C'est la sensation aussi par rapport à... Il n'y a pas de goût, on ne transmet pas de goût. Les pailles en papier, très souvent, transmettent un goût. Il y a un goût de papier. Puis elles se défont et ça tombe, il y a une petite poussière qui tombe dans la boisson. Donc ça donne un peu aussi un goût à la boisson. Et le liège, vous pourrez essayer, à chaque fois qu'on montre nos pailles, tout le monde les touche comme ça pendant longtemps parce que c'est une matière très agréable à toucher. C'est très doux, c'est une matière agréable, presque plus agréable qu'un tube de papier, quoi. Et vous recevez des grands rouleaux? On reçoit des rouleaux qui sont découpés en bandes de 14-15 mm. Et la spiraleuse met ça en œuvre. Et les épaisseurs, ce sont des papiers, le papier de liège, c'est 150 grammes au mètre carré. Voilà. C'est très léger, les pailles font on fait des pailles de 17 cm et de 23 cm. Une paille de 17 cm, ça fait 1,20 g. Avec la colle alimentaire. Où il a fallu faire des tests et des tests et des tests sans cesse avec l'école. Serge a passé des heures et des heures à faire des tests de colle. Et on n'a pas encore peut-être trouvé peut-être qu'on trouvera encore quelque chose de meilleur qui nous permettra d'avoir des vitesses de production qui soient supérieures. Bon. Ah ben on va s'occuper de l'export, oui, parce qu'1 milliard de pailles dans le monde, et nous on a des objectifs, on se dit éco-responsable, on a des objectifs qui sont limités, parce que justement on ne trouvera jamais beaucoup plus de matière que ce qui existe. Donc on a des objectifs qui sont de l'ordre de 30 à 35 millions de pailles par an. En France, il se vend en gros 6 milliards de pailles par an. Donc on cherche des parts de marché très 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 petites. Mais on est sur un produit de luxe cher. Vous avez quelque chose à ajouter maintenant? Bon. On va laisser la place au Merci. Ah, j'allais le garder. Allez, hop. Bonjour. Oui. Oh bah sinon je l'enlève. Bonjour à tous. Alors je suis Christina, j'ai 24 ans et je suis là pour vous présenter mon projet que j'ai lancé depuis le 1er octobre, donc c'est tout nouveau, la conciergerie d'ici. Alors déjà j'aimerais vous expliquer un petit peu le terme conciergerie. C'est assez large je trouve. On pourrait penser que... Le terme concierge, quand on est concierge, pour moi, c'est le concierge dans un hôtel qui est à l'entrée, à l'accueil de l'hôtel et qui va vous montrer sa chambre et va vous récupérer les bagages, tout ça. J'ai fait mes petites recherches et il se trouve aussi que concierge, c'est aussi s'occuper, par exemple, de maisons secondaires ou pas, de gîtes, de chambres d'hôtes, de tout meublé de tourisme qui existe. Pourquoi je suis arrivée à faire ce projet ? J'habite dans un petit village, je pense que vous devez peut-être le connaître, qui s'appelle Ozon, à 10 petites minutes d'ici.
J'ai grandi là-bas, j'ai passé ma vie là-bas et j'y suis toujours. Et donc à Ozon, il y a énormément de maisons secondaires, notamment d'anglais et d'américains. Avantage pour moi, je parle couramment l'anglais, donc du coup ça aide. D'anglais et d'américains qui, par le Covid aussi, ne sont pas venus depuis 2 ans. Et je les connais quasiment tous. Et il y en a un qui m'a dit un matin, écoute Christina, on arrive dans 3 semaines, notre maison ça va être la catastrophe quand on arrivera. Est-ce que tu peux nous préparer la maison, allumer le chauffage, l'électricité, enlever toutes les araignées et tout ce qui traîne, qui n'a pas été ouvert depuis 2 ans? Je dis bah, oui, d'accord, pas de souci. Et ça a fait tilt en fait, je me suis dit mais il y a quelque chose, je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. En parallèle aussi, j'ai un autre ami qui a une maison secondaire, du coup toujours à Ozon, qui l'année dernière m'a dit est-ce que tu veux la mettre en location? Alors j'ai dit mais j'ai aucune expérience dans la location saisonnière. C'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas gérer. Bon. Et on a mis cette maison en location sur Airbnb l'été dernier, en plein mois d'août. On a réussi à la louer 2 semaines au mois d'août et on l'a louée un petit peu cet hiver. Et cet été, ça a été plein pot de début juillet à fin août. Donc c'est en fait par ces services que je rendais à droite à gauche que je me suis dit bah, je vais créer mon petit business. Donc depuis le 1er octobre, j'ai essentiellement des maisons secondaires en contrat dont je m'occupe. C'est-à-dire que je prépare les maisons avant que les personnes arrivent. Donc voilà, je fais un nettoyage, j'allume tout ce qui est électricité, eau, chauffage, pour que quand ils arrivent, ils n'aient plus qu'à se détendre et profiter de leur séjour. C'est quelque chose... comment dire c'est tout nouveau pour moi et j'ai toujours voulu quand même travailler pour moi. J'ai été beaucoup aussi poussée par mon compagnon qui lui est à son compte depuis 5 ans. Il a 50 plus que moi, il me dit mais vas-y tu peux y aller. Mais j'avais peur. Et aujourd'hui, même aujourd'hui devant vous j'ai peur parce que du coup c'est une nouvelle aventure et par le passé j'ai travaillé du coup 3 ans en agence de voyage à Issoire jusqu'à ce qu'elle fasse faillite et on m'a mis dehors parce que première entrée, première sortie. J'ai travaillé 2 étés en office de tourisme à Brioude et sur Blel, du coup essentiellement. Donc j'ai pu vraiment accueillir les vacanciers, leur conseiller de ce qu'il y avait à voir, parce que je trouve que l'Auvergne c'est une très belle région. On a tous les paysages, on a vraiment de la montagne, des belles plages dans les gorges de l'Allier. On a des beaux paysages et je me suis dit, moi je veux faire venir les gens ici. Donc je propose mes services donc, pour les gens qui ont une maison secondaire, qui souhaitent rentabiliser leur maison quand ils ne sont pas là, par le biais donc, de 2 forfaits. Voilà, je les accompagne pour mettre sur Airbnb ou autre. Ça peut être Abritel, ça peut être... Alors pas Booking, je les aime pas. Mais voilà. Hein. Mais voilà, je les accompagne donc, pour gérer les réservations, accueillir les vacanciers, faire le ménage... Tout, voilà. Et j'ai aussi l'autre partie plutôt intendance et entretien pour les personnes qui sont un peu plus frileux, voilà, parce qu'il peut y avoir des choses personnelles dans la maison, un vase à 10 000 €, je dis n'importe quoi, mais si on le loue et que la personne le casse, eh ben, on a un problème. Donc là, je suis plus sur de l'entretien, donc ouvrir les fenêtres en grand avant qu'ils arrivent, enfin, vraiment, l'entretien des maisons. Et puis, voilà, et je suis sur le secteur donc d'Ozon, Brioude, Langeac, Issoire, Blel. Voilà, je ratisse un peu large en sachant que j'ai fait mes petites recherches. Il y a déjà une conciergerie à Clermont-Ferrand qui s'appelle la conciergerie des volcans. Et il y a des personnes à Ozon qui m'ont appelé quand ils ont su ce que je faisais et qui m'ont dit « mais écoutez, on a appelé Clermont et ils ne se déplacent pas. Ils ne viennent pas à la campagne. » Voilà. Donc ça m'a confortée en fait dans l'idée que je tiens un truc. Quoi. Donc, oui, ils vont jusqu'à Rion, Thiers, oui. Mais je doute qu'ils ont... Enfin, ils ont du boulot, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et du coup, voilà, je préfère ratisser plus sur notre Haute-Loire. Ouais, exactement. Alors, tout de suite, je travaille seule. J'ai mon compagnon qui m'aide voilà, de temps à autre, j'ai ma sœur qui m'aide de temps à autre, enfin, voilà. Je commence à avoir petit à petit voilà, des demandes plutôt d'entretien de maison que de location. Je pensais que ça serait le contraire, mais
Mais voilà, ça les rassure, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui ils peuvent écrire, voilà, est-ce que tu peux vérifier que tout va bien, il y a pas, voilà. C'est plutôt ça, et mon but quand même, c'est ouais, de ramener du monde avec moi, et pourquoi pas dans 1 an ou 2, enfin, d'embaucher, ouais. Ouais. Ça serait vraiment mon... Ouais. Sur la partie location, c'est vous qui gérez du coup le ménage. Oui. Vous proposez des services en plus. Alors, oui, alors ça c'est plus, donc je propose des services en plus lorsque j'ai des maisons en location pour les vacanciers. Donc c'est-à-dire proposer un petit déjeuner par exemple, un panier garni, le linge de toilette et le linge de lit quand la maison ne fournit pas ce genre de choses. Je propose aussi par exemple de réserver un resto, une activité, quoi d'autre? Des courses, alors oui aussi, je ne sais pas qui c'est qui a dit des courses. Des courses, oui aussi. Alors des petites courses, hein, pas un frigo plein, mais genre une bouteille d'eau, un pack de lait, enfin voilà, des essentiels pour la maison, ouais. Oui, oui. Est-ce que, par exemple, des gens qui partiraient en vacances 3 semaines, vous feriez aussi du coup passer à la maison si par exemple je sais pas, il y a des animaux pour les nourrir, être sûr qu'il n'y ait pas de cambrioleurs? Alors, c'est une demande que je n'ai pas encore eue, mais pourquoi pas. J'étudie vraiment chaque demande. Il y a des choses que je n'ai pas encore découvert moi-même, donc je suis ravie d'échanger. Et voilà, si... Oui, c'est vrai. Pour les animaux, en tout cas, j'ai jamais eu la demande. J'ai 5 chats, j'ai pas d'enfants, mes chats c'est mes bébés. Je ne les confierai pas à un chenil. Je préférerais faire venir quelqu'un qui s'en occupe à la maison plutôt que de les amener dans des lieux. Alors, après, j'ai rien contre les chenilles, je pense qu'ils sont très bien traités. Mais moi, c'est. Je propose des services de façon ponctuelle, par exemple aussi pour les personnes qui ont déjà un gîte ou une chambre d'hôte. Pas de chance, s'ils sont malades ou madame accouche ou j'en sais rien, enfin il y a un événement imprévu qui arrive. Vous pouvez faire appel à moi, enfin, en disant voilà, demain j'ai des vacanciers qui arrivent, est-ce que tu peux me dépanner? Oui, pas de souci. Ça, je peux le faire aussi. Je peux avoir que du one shot, quoi. Je suis pas obligée de. On n'est pas que sur un contrat d'1 an minimum avec. Non, tout est modulable, tout est discutable. Surtout que je débute, donc j'ai pas intérêt à dire non, quoi. Enfin, voilà. Donc avec plaisir, hein, vos chats, il n'y a pas de souci. Moi, c'était un exemple comme ça. Non, mais. On n'a pas prévu de prendre des vacances. Non, bien sûr, mais en plus, les chiens en plus, c'est très compliqué. Ouais. Donc non, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à tout. Alors les chiens, c'est un petit peu différent parce que du coup, les chiens, il faut les promener. Alors, je ne suis pas une pet sitter, comme ils appellent ça. J'ai un très bon contact avec les animaux, ça, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas pareil. Quelqu'un avait monté ce projet il y a quelques temps. Peut-être. Elle était soigneur animalier à Beauval et elle avait ce projet. Elle allait chez les gens. Mais après, je pense que pour ça, il faut peut-être avoir des certifications après aussi spécifiques. Hein. Quand on... Ouais. Après, moi, c'était un exemple. Oui, non, mais bien sûr. Mais je peux, par exemple, voilà, si vous partez 3 semaines en vacances, que vous voulez avoir l'esprit serein pendant que vous êtes au Cap d'Agde ou quoi que ce soit, et ben, je peux passer une fois par semaine, ou enfin en fonction, on en discute, et voir si tout se passe bien. Ça donne l'impression aussi que la maison, qu'il y a des gens et que ça évite les cambriolages, parce que, mine de rien, tout à fait. C'est des risques aussi. Tout à fait. En dehors du bouche-à-oreille, puisque pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Oui. Comment Alors, bouche à oreille, ça c'est certain, parce que déjà, un exemple, mes Américains, je reviens à mes Américains à Ozon, ils parlent entre eux tout le temps. Donc déjà ça. Après, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, donc ça c'est un peu ma force aussi. Enfin ma force, oui c'est ma force aussi. Instagram, Facebook, j'essaye d'échanger un maximum avec ma petite communauté pour le moment, mais voilà. Ensuite, j'avais pensé, alors ça c'est quelque chose que je dois encore étudier, c'est à faire un petit article dans la presse, mais dans la presse autre que le brivadois. Voilà. Pourquoi pas la presse étrangère aussi, anglaise ou néerlandaise, parce que je sais qu'ici il y a aussi beaucoup d'Hollandais. Sur Saint-Sulpice, tout ça. Comment? Alors les offices de tourisme, je suis déjà adhérente de l'office de tourisme de Brioude, donc ça je pense que... Mais oui, en dehors après, ouais. Oui. Non. Non, mais Brioude, il ratisse large quand même aussi sur le secteur. Oui.
Oui, oui. Mais voilà, réseaux sociaux, la presse, j'y réfléchis parce que ça engage quand même une petite somme d'argent, mais pourquoi pas. Et puis... Les flyers sur le marché. Oh, j'en ai tout un sac. J'en ai tout un sac que je distribue un petit peu à droite, à gauche. Donc oui, oui, des flyers, des cartes de visite. J'ai même fait faire des petits porte-clés que j'accroche à mes clés quand j'ai des maisons dont je m'occupe, que je distribue comme ça aussi. Je vais faire des stickers. Enfin, moi, j'ai bien travaillé un petit peu sur ma communication. J'ai fait une formation pour ça aussi, donc ça aide. Ça aide. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. Ah, vous pouvez. Je me permets. Ouais, c'est cool. Bonsoir. Donc moi, c'est Mickaël Denisot. Donc je suis arrivé dans la région il y a 5 ans maintenant. J'étais natif de la région parisienne. Donc j'avais fait un petit peu d'études ici à l'époque et j'étais tombé amoureux de la région tout simplement. Donc entre-temps j'ai fait 10 ans dans l'Yonne pour situer Auxerre. J'étais dans la grande distribution aussi, donc j'étais vendeur produits et services. Je vendais des télés, des ordinateurs et puis tout le système de garantie que tout le monde connaît, les systèmes d'assurance, les crédits revolving, voilà, tout ce qu'on déteste. Donc j'ai fait ça 10 ans, hein, c'était enrichissant parce que j'aimais la nouvelle technologie. Après, ce système de commerce était un peu pesant. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain. J'ai emmené mes 3 enfants et ma femme. Et puis voilà, je suis arrivé dans la région. Donc j'ai fait pas mal d'usines parce qu'il y a du boulot ici. Hein. On dit que la campagne, il n'y a pas de boulot, mais il y a pas mal de boulot. Hein. Si on veut bosser en usine, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai construit tout doucement ce projet d'ouvrir une boutique de CBD. Donc le CBD, le cannabidiol, pour résumer, c'est une molécule qu'on trouve dans la plante du cannabis. Donc on adhère ou on n'adhère pas, hein. Il y a des gens pour, des gens contre. C'est une molécule qui est légale. La fameuse molécule qui est illégale, donc c'est le THC. C'est une molécule qu'on est réglementé à 0,20%, donc sur les produits qu'on commercialise. Pour l'instant, il n'y a pas réellement de loi en France. Donc c'est l'Europe pour l'instant qui gère un petit peu ça, qui a tranché au mois de juillet en disant que voilà, c'était un produit qui était en libre circulation dans toute l'Europe et que la France faisait partie de l'Europe, donc fallait qu'il se plie un petit peu aux règles. Donc pour l'instant ça se passe bien, j'ai ouvert la boutique au mois d'août et ça a été très bien accueilli à Brioude, les gens ont été vraiment sympas. Au niveau des produits, on trouve, ça part de l'alimentaire seulement avec une base d'huile de chanvre, donc sans molécule apaisante, hein, sans molécule particulière. Et puis après, on parle de cette fameuse molécule CBD pour l'effet apaisant. Donc sur l'effet apaisant, on a différents dosages, ça touche du petit bobo, de la petite insomnie à des pathologies beaucoup plus importantes. Là, à l'heure actuelle, justement, à Clermont, ils font des études cliniques sur beaucoup de personnes, donc ça se développe tout doucement et voilà, ça commence à aller mieux tout doucement dans les esprits des gens, quoi. Donc voilà, c'est Bédo. Après, c'est une chaîne de magasins. Hein. Je me suis pas lancé là-dedans. Ça a été compliqué administrativement. On vous ferme beaucoup de portes, hein, à tout niveau, au niveau des banques, au niveau des préfectures, à tout niveau. C'est ultra compliqué. Donc ouvrir une boîte, c'est pas facile, mais ouvrir une boîte de cannabis, c'est encore plus compliqué. Voilà. Pour faire bref, voilà, c'était très complexe. Donc en termes de financement, voilà, il n'y a personne qui vous finance, hein, aucune banque malheureusement vous finance ces projets-là.
Moi, je me suis tourné vers l'ADI, un organisme très ouvert. Donc, voilà, ils n'ont pas été, trop chiants. Ils m'ont prêté la majorité des fonds. Et puis après, j'ai fouiné un peu à droite à gauche pour trouver le reste, quoi. Et puis voilà, j'ai démarré comme ça. C'est pas un coup de tête. J'y pensais depuis un petit moment. Mais j'attendais que voilà, la législation se stabilise un petit peu, quoi. Donc voilà, le projet s'est finalisé. J'avais commencé au mois de janvier, j'ai ouvert au mois d'août. Ça se passe très bien. Et puis les gens sont curieux. Donc voilà, c'est plutôt bonne ambiance. Voilà, je suis rue du 4 septembre. C'était un ancien coiffeur avant. Donc voilà, je suis en face de la boucherie. Coiffeuse, oui, excusez-moi, coiffeuse, oui. Mais elle est passée me voir, elle était super contente que quelqu'un ait repris parce que ça faisait 2 ans que la boutique était fermée. Donc, ouais, non, ça a été accueilli par tout le monde plutôt bien. J'ai une question. Ça a un goût dans l'alimentation? Ça a un goût? Ouais, ça a un petit goût particulier. Ouais, c'est un goût particulier. Après, l'huile de chanvre, en fait, c'est très nourrissant, c'est plein d'oméga, plein de vitamines. On a ce côté-là aussi, on n'a pas que l'effet apaisant comme dans les cosmétiques. Si on parle de cosmétiques, on a vraiment l'effet nourrissant de la peau, régénérant. On a vraiment des bienfaits de ce côté-là, sans parler de l'effet apaisant particulier, quoi. La molécule paraît bonne de ce côté-là. Après, voilà, il n'y a pas d'études cliniques particulières là-dessus, mais il y a pas mal de bienfaits sur beaucoup de pathologies, quoi. Et c'est vrai que les gens reviennent, donc ça se passe plutôt bien. Franchement, voilà, il y a plutôt des bons résultats. Livré sans ordonnance. Après, il y a des gens, j'ai un neurologue de Brioude qui m'enverrait des personnes avec des petites ordonnances cachées, mais ça se passe bien. Bon, voilà, les gens savent que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de prise en charge, hein, on le sait bien, donc ça a un certain coût aussi. Hein, c'est triste à dire, mais ça a un certain coût. Et, mais même du côté d'Issoire, il y a des médecins d'Issoire qui ne font pas d'ordonnance parce qu'ils n'ont pas le droit, hein, mais ils m'envoient des gens avec des petites prescriptions. Voilà. Ça rassure. Ouais, c'est intéressant, voilà, ça rassure les gens. Et puis voilà, c'est sur place. Mais après, c'est un peu rigolo, mais c'était un petit peu caché. Il y a beaucoup de personnes qui utilisaient ces produits-là. Ouais, mais c'est cannabis, hein. Puis beaucoup de personnes commandaient sur Internet, c'est vrai que, mais je pense que voilà, les gens en parlaient pas avec leur entourage, même avec les amis, je pense qu'ils en parlaient pas. Je pense qu'il y avait pas mal. Je suis venue vous voir au magasin. Ouais. J'ai eu énormément de personnes. Mais heureusement, mais, il y avait quelqu'un qui a amené une ordonnance, justement, c'est pour ça que... Ah ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal, ça arrivé. J'ai même une petite dame qui est rentrée, bien 80 ans, qui est rentrée avec ses petites cannes, la pauvre, et qui est venue me voir en me disant je viens chercher du CBD. J'ai fait le tour des pharmacies et personne ne veut me délivrer du CBD. Donc elle a atterri là, bon voilà. Mais c'est rigolo, ouais, c'est rigolo. Après, il y a une question de dosage. Chaque personne est réactive. Il y a des posologies, par exemple pour des huiles ou des choses comme ça, il y a des posologies. Hein. On pourrait suivre simplement la posologie, l'afficher dans la boutique. Pour moi, chaque personne est réactive différemment. Moi, généralement, je préfère que les gens commencent avec des dosages très faibles, quitte à augmenter plus tard. Mais après, voilà, il y a des personnes que je pourrais donner. Hein. Je ne suis pas médecin, mais les personnes cardiaques, les baisses de tension, il faut faire attention. Généralement, je préfère que les gens demandent au médecin. Après, bon, c'est pas... Voilà, ouais, on essaye un maximum quand même de... On n'est pas obligé, c'est pas une obligation, on n'est pas médecin, on pourrait... C'est pas du libre service, mais on pourrait laisser en libre service, mais c'est pas le but, je pense que voilà. Puis les gens, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, hein. Quand ils rentrent, cannabis, vous savez, c'est... Ouais, ça fait peur. Et puis les gens n'osent même pas dire le mot cannabis, hein. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent et qui attendent que je dise mais vous vendez quoi exactement? Donc ouais, c'est rigolo. Non. Puis non, il y a vraiment de toute personne. Même les amis qui rentrent, une personne pour, une personne contre. On a vraiment. Donc ouais, mais c'est agréable. C'est vraiment par rapport à ce que je faisais avant, voilà, je touche du bois que ça continue et voilà, ça m'a un peu délivré de. Surtout qu'il est vendu en Europe, ça fait des années. Bah oui, c'est ouais. Bon, après ça. Oui, après, alors on essaye d'avoir le maximum de produits français dans la franchise. Le souci, c'est qu'après, les Français, au niveau de la culture, ils sont vachement limités, quoi. Alors nous, on est limité en tant que revendeurs, mais eux sont aussi très limités. Donc il y a un salon là qui s'est fait à Paris, donc ça commence à se démocratiser, mais la France, ils sont très durs là-dessus. Ils sont encore très durs.
Eh ben, la Suisse, ça va devenir compliqué parce que la Suisse, ils ne font pas partie de l'Europe. Et pour pouvoir commercialiser du CBD, il faudrait se servir seulement en Europe. Donc voilà, la prochaine loi, je pense que la Suisse, mais à première vue, il y aurait beaucoup de saisies sur les coliques. Il y a beaucoup de gens qui consomment en Suisse parce qu'ils sont très forts au niveau du cannabis. Ils sont pas les doyens, mais... La ferme du CBD, il y en a pas. Ouais, bah, la ferme du CBD, c'est français, mais c'est vrai que... avec les Suisses, ça va devenir compliqué, quoi. Mais ouais, il y a quelques producteurs français, mais c'est compliqué pour eux, franchement. C'est au niveau de la fleur, surtout. Quand ils modifient le produit, c'est un peu plus tolérable, mais à partir du moment où c'est de la fleur naturelle, c'est très compliqué, quoi. Et souvent, il faut qu'ils exportent leurs produits en Europe. Voilà. Non, mais vous avez une sacrée gamme. Ouais, après voilà, il y a pas mal de produits, c'est varié. On parle de cannabis, on voit l'état fumeur, mais c'est plutôt varié. Puis moi, j'ai une moyenne d'âge, j'en avais souvent parlé. Il y a tout le côté cosmétique, après il y a le cosmétique avec des molécules de CBD pour l'effet apaisant. J'ai des sportifs qui viennent énormément en chercher. Après, il y a tout le côté huile sublinguale, justement pour les douleurs, les insomnies. Après, il y a les infusions. Il y a tout le côté alimentaire, on a des farines, des choses comme ça. Ça se cuit, ça perd pas du coup de sa qualité Non, parce que ce qu'on perd, c'est la molécule. Mais sur l'huile, il n'y a pas de perte généralement. Ils en mettent sur des pizzas, je sais pas. Ouais, ils adhèrent à pas mal de produits. Hein. Il y a certaines restaurations qui l'utilisent maintenant. Mais il y a tout bien fait. On ne parle pas que de la molécule apaisante, on a tout le côté alimentaire qui est... Après, c'est pas apaisant comme c'est soft, hein, quand même. C'est quand même relativement. Ceux qui sont habitués au THC, c'est compliqué de faire la transition avec le CBD. Tant mieux ceux qui y arrivent, hein, mais j'imagine que c'est pas facile. Non, mais c'est un produit à combien? Pour beaucoup de personnes, la vie actuelle fait que les gens sont angoissés et des fois ça aide pas mal, quoi. Ne serait-ce que pour ça, j'ai pas mal de gens qui viennent ne serait-ce que pour ça. Et moi, c'était pour remplacer les anti-inflammatoires. Ouais. Il y a beaucoup de commerçants qui viennent de Brioude. Hein. Je vois pas mal de commerçants pour dire qui viennent de Brioude. Donc l'État, c'est rigolo, non mais il y a ceux qui s'en moquent. Hein. Ouais. Non, mais voilà. Ceux qui s'en moquent, mais il y en a qui se cachent, hein, c'est vrai que... Voilà. Merci. Merci. J'ai que deux micros. On a que deux micros. Je vous équipe? Ouais. Non, François. Hop, on va le glisser dans votre poche là. Allez. C'est bon. Voilà. Approchez-vous. Ah oui. Bien, bonjour. On vous a déjà annoncé qu'on présentait un concours de porteurs de projets dans le domaine du tourisme. C'est une initiative de Cap Vacances. Je vais vous dire quelques mots du pourquoi de ce concours. Et ensuite, François, Maurice vous donneront toutes les précisions. Alors, Cap Vacances, c'est une association de tourisme qui existe à Brioude, qui a son siège depuis plus de 50 ans. Et le siège est toujours à Brioude. Et Cap Vacances a lancé des activités de ski nordique dans le Cézallier, de sport d'eau vive dans les gorges de l'Allier, puis après des centres de vacances pour enfants, pour adolescents, et puis des villages de vacances. Et puis il s'est spécialisé complètement dans les villages de vacances. Et depuis 3 ans, on a fusionné avec un autre opérateur
pour donner naissance à l'opérateur Milléade, qui est une société, on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dont le siège est également à Brioude, et Milléade, c'est 34 destinations, c'est 10 000 lits, c'est normalement 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ça a été que 50 cette année, puisqu'il y a eu 0 pour la saison d'hiver de l'année dernière. Alors l'association Cap Vacances, qui a une filiale, elle continue à exister et elle a souhaité continuer à avoir des activités. Et comme nos racines, c'est le territoire, notre philosophie, c'est le développement local par le territoire, on s'est dit, eh bien voilà, on va organiser un concours de projet dans le domaine du tourisme. Et c'est ce concours de projet qu'on est en train de lancer ces jours-ci. Et voilà, et on nous permet de pouvoir communiquer aujourd'hui. Donc voilà le contexte, mais je vais laisser à François le soin d'en dire un peu plus. Bien alors, ce concours s'adresse à tous les porteurs de projets dans le domaine du tourisme et des loisirs. Donc on est assez large parce qu'on ne sait pas trop qui on va pouvoir attirer par ce concours. Donc c'est le jury qui fera la sélection pour trouver les projets les plus innovants, ceux qui se démarquent un petit peu de ce qui se fait, ceux qui créent de l'emploi. Enfin bon, on verra en fonction des projets qui sont déposés. Et donc l'idée effectivement c'est de favoriser toutes les initiatives dans le domaine du tourisme et du loisir, comme Cap Vacances a inauguré ça il y a 50 ans. Et donc on se dit qu'on doit pouvoir aider, alors financièrement un peu, et aussi en accompagnant pendant au moins une année avec toutes les compétences que Cap Vacances au cours de ces 50 ans a pu acquérir, et en allant chercher quelques experts au niveau de Milléade. Donc ce concours, c'est assez simple, hein. Donc il y aura 3 prix, donc un prix 5 000 €, 3 000 € et 1 000 €. Donc les dossiers sont à déposer novembre et décembre. Ensuite, donc, on fera une présélection. On s'est dit une dizaine, en imaginant qu'on allait en recevoir au moins 50. Mais bon. Disons qu'on fera une présélection d'une dizaine de dossiers et on demandera donc à ces porteurs de projets de venir les présenter devant le jury de façon à mieux comprendre, au-delà du dossier administratif, on va dire, de voir un petit peu les motivations, voilà. Et donc, suite à ça, le jury décidera de l'attribution des 3 prix et ce sera rendu au mois de mars. Voilà globalement le contour de ce concours. Alors, les porteurs de projets interviennent dans 4 communautés de communes. Donc il y a Brioude sur l'Auvergne, il y a la communauté d'Ozon, il y a les rives de l'Allier et puis il y a Pradel. Voilà. Donc c'est un domaine assez large mais qui est aussi là où Cap Vacances a eu ses racines. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Si vous avez des questions, il y a peut-être des gens qui peuvent... J'ai reçu le mail, moi. En vous écoutant, je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait... J'ai reçu le mail. J'ai reçu le mail. Alors moi, j'ai pas reçu le mail, donc ça m'intéresse de... Je te le transmets. Ouais. Non, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que le champ est très large par rapport au projet? Enfin, ne vous limitez pas. Ouais, c'est tourisme, quoi. Donc, voilà. Donc le mieux, c'est de déposer un dossier et nous, on appréciera... voilà. Donc on ne veut pas limiter parce que si on se limite, en fait, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Mais il ne faut pas hésiter à présenter les projets. En fait, c'est tout ce qui peut dynamiser le territoire en termes de tourisme et loisirs. Hébergement, effectivement, restauration, prestataire de services, activités, animation culturelle, animation sportive, et puis toutes choses auxquelles on ne pense peut-être pas. qu'est-ce qu'on a comme jeu de société? Tout ce qui peut amener des touristes. On a même un auteur, Arthur Viennot. Il sort son 2e jeu, là, et il en a d'autres, des prototypes où
Vous le verrez à la boutique, hein, de toute façon, il va vous présenter ses jeux. On le sait pas. Et si, il y a, dans le coin, il y en a des créateurs de jeux, il y a des éditions aussi. Je rappelle pas. Ils ont un nom chelou, j'arrive pas. Je me rappelle pas le nom non plus, mais... Non, mais c'est bien. Mais oui, oui, Voilà. dans le coin, il y a... C'est bien parce que... Quand vous dites projet, il faut donc que l'activité n'ait pas démarré encore? Elle peut avoir démarré depuis un mois ou deux. C'est vraiment dans elle vient d'être lancée. L'idée, c'est projet ou bien quelqu'un qui est déjà en place et qui veut lancer une activité nouvelle, différente de ce qu'il faisait déjà. Hein. Ça peut être ça aussi. En clair, il ne faut pas hésiter à déposer un dossier. Et où est-ce qu'on trouve votre règlement et votre règlement des pièces à fournir? Alors ici, on a quelques flyers et quelques règlements. Donc il y a un mail auquel on peut s'adresser et on vous renvoie le règlement et tout ce qui va bien. Sinon, vous pouvez passer au siège à Cap Vacances qui est abrité chez Milléade, sur le boulevard, là, en face de la Poste. Non, mais le mieux, c'est le site internet concours.capvacances@gmail.fr, mais .com, pardon. Mais vous l'avez, on a quelques papiers là. Il ne faut pas hésiter à nous interroger, il ne faut pas hésiter à faire circuler de l'information. Hein. Merci au CIDEC d'ailleurs de nous avoir permis, et aux organisateurs de cette soirée de nous avoir permis d'être là.